Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des 100 questions du capital investissement. Aujourd'hui, un sujet très important pour le secteur, celui de la due diligence financière. Si vous vous en souvenez, on en a parlé il y a quelques épisodes, mais on avait parlé de la due diligence ESG avec une invitée et l'idée c'était de vous dire, de vous expliquer et de passer le message que cette due diligence ESG est tout aussi importante que la due diligence financière, plus connue par les entrepreneurs notamment. Et pour m'accompagner dans cette capsule, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio M. Farid Mafdel, fondateur de Waze Company. Bonjour Farid. Bonjour Adil. Et on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir un nouvel invité, M. Mohamed Bouralb, qui est associé fondateur de Bouralb et Associés. Vous êtes expert comptable diplômé depuis une quinzaine d'années. Si Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci Comment d'avoir va accepté Adil de répondre à nos questions et de nous accompagner sur cette capsule. Alors, depuis le début de cette émission, on invite souvent des spécialistes pour nous parler de leur quotidien dans l'accompagnement du capital investissement. Et vous, votre quotidien, c'est la due diligence financière. En quoi ça consiste? Alors, tu fais bien de préciser, en effet, c'est la due diligence financière, parce qu'en effet, il y a plusieurs typologies. Nous, on s'attarde sur les chiffres et tout ce qui a un impact sur les chiffres de la société. Donc, il y a un sujet financier, il y a un sujet fiscal, bien entendu, il y a un sujet social et il y a un sujet juridique. Alors, on peut globalement avoir ces 4 modules dans notre due diligence financière. Très bien. Et c'est quoi? Vous allez aller regarder un peu plus en détail les comptes de la société, qu'est-ce qu'ils font ressortir, n'est-ce pas? Alors, notre objectif est de donner des garanties à l'investisseur, de le rassurer dans sa démarche et dans là où il va mettre les pieds. Donc, on doit confirmer que les chiffres qui sont présentés sont bons, qu'il n'y a pas d'événement majeur qui peut avoir un impact sur les chiffres de la société, un contentieux, autre, que la masse salariale est correctement bordée, qu'il n'y a pas de risque fiscal qui pourrait naître dans le futur et qui pourrait l'impacter dans sa démarche. Farid, une réaction? Oui, merci c'est Mohamed. Dans une opération de due diligence, donc je suis entrepreneur, j'ai reçu la lettre d'intention, l'investisseur a mandaté un cabinet d'audit. Qu'est-ce qui peut échouer une opération de capital investissement? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent faire échouer une opération de capital investissement. Il y a d'abord la relation humaine, c'est-à-dire qu'en cours de chemin, la cible ne se sent pas à l'aise avec l'opération, avec l'investisseur qui va rentrer et il arrive qu'elle dise « bon, bah, écoutez, moi je ne veux plus continuer dans cette démarche ». Mais il y a aussi des aspects plus financiers. Et donc, ça va être, par exemple, quand on va réaliser notre due diligence, on va se rendre compte que le risque fiscal est tellement important que ça ne sert à rien d'investir dans cette société. Ou que les chiffres qui sont présentés et sur lesquels on va donner une valorisation sont complètement erronés et que le fondement de cette société est complètement vide et que de ce fait, cet investissement sera complètement vide. Parfois, dans des exemples que j'ai vécu personnellement, on trouve que l'entrepreneur vient de passer un contrôle fiscal, il a payé une somme de 500 000 ou 1 million de dirhams, mais quand on reçoit le rapport des auditeurs, il nous présente un risque de 5 ou 6 millions de dirhams, qui est 4 ou 5 fois ce qui a été payé il y a 4 ans. Comment on peut expliquer ça à l'entrepreneur? Alors c'est vrai qu'on est souvent confronté à cette situation et qu'on est forcément mal à l'aise. Maintenant, il faut bien concevoir qu'il y a deux éléments qui sont totalement distincts et dont les objectifs sont totalement distincts. Dans le cadre d'une vérification, l'administration vient faire son travail, elle remonte des points et elle est dans une démarche transactionnelle. Son objectif, c'est de rentrer de l'argent à l'État tout en laissant vivre cette société. Alors qu'un investisseur, lui, a une autre vision. Lui, il doit garantir son investissement et donc il nous utilise justement dans cette garantie et on doit lui apporter des chiffres les moins risqués possibles de manière à ce qu'il puisse faire son investissement. Et c'est ce qui peut justifier cette différence. On a dans un cas des gens qui sont dans une démarche transactionnelle et nous qui sommes également dans une démarche transactionnelle, mais notre objectif est de garantir l'investissement de notre client. Et alors, à la fin, comment on fait pour réunir tout le monde autour de la table et mettre tout le monde d'accord? Alors, c'est dans le cadre de la démarche de la due diligence
que ça va se faire petit à petit. En réalité, dans la démarche, à un moment ou à un autre, on va forcément échanger avec la cible et on va forcément échanger avec le client. Et on va présenter nos points d'audit. Et dans le cadre de cette présentation, on va présenter nos points, nos justificatifs, les expliquer à la cible et on va avoir son retour. S'il y a des échanges, on va essayer de faire en sorte de garantir les éléments qu'on a écrits dans le rapport tout en écoutant les arguments de la cible. Très bien. Mohamed Bourhad, combien dure une due deal et quelles sont ses étapes? Alors, en fonction de la cible, ça peut durer entre 15 jours et 2 mois. Je parle à partir du moment où il y a un échange d'informations très rapide, parce que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Mais globalement, on a une première réunion avec le client qui nous présente la cible, on essaie de définir ensemble la stratégie d'audit pour savoir quels sont les risques potentiels, où est-ce qu'on doit aller chercher, combien de temps on a. Une fois que ça s'est fait, on a une première réunion avec la cible. L'objectif, c'est de se présenter, régler des problématiques opérationnelles. Où est-ce qu'on va être physiquement? Est-ce que la data room va être papier, va être physique? Comment nous-mêmes nous allons nous présenter à ces salariés? Parce que parfois, c'est des choses qui sont secrètes. Et donc, on ne va pas venir se présenter en tant qu'auditeur dans le cadre d'une transaction. Ensuite, on remet ce qu'on appelle une request list et également un NDA. Donc la request list, c'est la liste des documents dont on va avoir besoin de manière préalable pour pouvoir commencer. Et le NDA, c'est le document dans lequel on s'engage à ne diffuser aucune information de ces informations qu'on aura justement reçues. On réalise notre audit. Une fois que nous réalisons notre audit, nous faisons, donc bien sûr il y a des allers-retours avec la cible, et ensuite on fait une réunion de présentation des éléments. Généralement c'est avec le dirigeant de la cible et c'est à ce moment-là où on échange nos points de vue et qu'on leur amène nos justificatifs de manière à avoir des chiffres fiables qui pourront être transmis par la suite dans le cadre d'une seconde réunion avec l'investisseur à l'investisseur. Ok, très clair. Merci, c'est Mohamed. Une question qu'on pose à tous nos invités ici. Combien ça coûte cette opération de due diligence et il est pris en charge par qui? Alors, en fonction de la taille et du périmètre, donc la taille de la cible. Une PME qui fait 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires, combien ça va coûter? Alors, en fonction du périmètre, parce qu'on peut pousser sur le fiscal, sur le financier, sur le juridique et autres, ça peut aller de 100 000 à 500 000 dirhams, peu ou pro. Okay. Donc ça, c'était le... Et qui prend en charge le coût? Alors, qui prend en charge? Il y a deux manières de gérer la chose. Soit l'investisseur prend en charge parce qu'il a une cible et qu'il veut directement faire sa due deal et donc il prend en charge ses honoraires. Soit la cible est dans une démarche préventive et dans ce cas, c'est elle-même qui demande à ce que elle se fasse auditer de manière à ce que quand il y a un investisseur, on lui présente des rapports et que ça puisse faire gagner du temps dans le processus. Vous la recommandez aux investisseurs? Alors je la recommande aux gens qui sont pressés essentiellement. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire gagner du temps dans le processus. C'est-à-dire qu'une cible qui va voir un investisseur en lui disant « Écoutez, j'ai déjà fait une VDD, voilà le rapport », ben, l'investisseur n'a pas besoin de diligenter une nouvelle due deal. C'est bon, il va se baser sur le rapport qui est émis, qui est censé être un rapport remis par un expert comptable, commissaire aux comptes, qui est quelqu'un qui certifie des comptes et qui est soumis au secret professionnel, etc., etc. Donc le rapport qui est remis est censé être totalement neutre et sans aucune prise de position. Merci pour toutes ces réponses, Mohamed Bourhad. Je rappelle que vous êtes fondateur de Bourhad Associés, vous êtes expert comptable depuis une quinzaine d'années. Merci encore une fois Falid Benfadel, fondateur de Waze Company. Messieurs, merci pour ces réponses. Mesdames, Messieurs, à la prochaine.